C'est un raccourci énorme d'avoir quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire et qui peut juste du coup te dérouler. Comment est-ce que tu fais pour poser des questions qui sont assez spécifiques pour que le mec il t'apporte des infos que t'as pas? Effectivement, donc là l'idée c'est au début d'aller les questions les plus tactiques possibles pour que le mec il a moins facile de répondre en fait. Ce que tu veux faire ensuite c'est vraiment ouvrir en mode. Dans cet épisode, on va parler de la stratégie d'outreach LinkedIn qui est mieux que d'acheter des formations pour apprendre des choses. La vidéo IA pour la première fois devient vraiment utile et on donne des exemples concrets de gens qui l'utilisent pour gagner de l'argent. Et finalement, le nouvel objectif de Paul qui est de faire 10 millions sans passer par papa Jeff Bezos. Donc en allant directement chez le consommateur et en créant ta propre marque. Commençons par la stratégie. C'est juste qu'en fait tu as un nouveau papa. Ah ok, tu switches de tonton Jeff à tonton Marc en fait. C'est ça. Ok, parlons de la stratégie LinkedIn. Donc, l'idée, c'est d'aller pouvoir chercher des gens et trouver les infos dont tu as besoin pour ton business quand tu ne peux pas juste trouver un mec qui en parle dans une vidéo YouTube, quoi, quand tu cherches un truc un peu plus pointu. Dans quel cas est-ce que tu as fait ça et comment est-ce que ça fonctionne? Ça parce que je crois qu'on avait parlé il y a quelques mois, on se disait on faisait pas ça assez en fait. En fait, c'est un raccourci énorme d'avoir quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire et qui peut juste du coup te dérouler. Et généralement, ça ne prend pas longtemps de te communiquer ça. Ils peuvent t'expliquer en 15 minutes ce qu'ils font et toi tu t'économises en même temps. Et effectivement, c'est plus pour les trucs un peu pointus où tu peux pas trouver de l'information ou aussi où tu vas avoir la formation supérieure parce que par exemple, si tu vois donc là, je vais donner l'exemple d'un Kickstarter. Tu peux aller sur Reddit et trouver des infos sur comment faire un Kickstarter, mais le mec, il va célébrer le fait qu'il a levé 8000 $, tu vois. Ce qui est du coup pas intéressant pour toi. Alors que là, tu peux directement aller voir les mecs qui ont fait des campagnes à 2, 3, 4, 5 millions et avoir leur retour sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Et du coup, depuis maintenant, ça fait quelques mois que du coup, j'affine un peu ma méthode pour faire ça. Et je pense que je suis arrivé à quelque chose qui est pas mal. La plus grosse différence avec ce que la plupart des gens font, c'est que je propose de l'argent généralement assez directement. Donc, je vais trouver la personne sur LinkedIn. Donc, tu fais ta recherche. Tu dis, bon, je pense que c'est cette personne-là qui est responsable de cette campagne. Ou un autre exemple, c'est qu'on développe une alarme piscine. Je veux comprendre comment le marché fonctionne. J'ai trouvé les personnes qui travaillent dans les installateurs de piscine ou la personne qui organise le salon de la piscine, par exemple. Et d'entrée de jeu, tu te dis, voilà, j'aimerais que vous répondiez à ces quelques questions. Idéalement, tu mets les questions directement là, les premières questions, pour que tu évites un aller-retour. Et donc, c'est pas un appel, c'est juste une liste de questions. C'est ça. Et je pense que c'est effectivement les 2 heures. C'est que les gens, déjà, n'offrent pas d'argent. Et donc, bon, il faut que la personne ait la bonne volonté de le faire. Et en plus, ils demandent de setup un appel, tu vois. Ce qui déjà fait qu'il y a 2-3 back and forth, il faut que la personne se libère. Ça fait beaucoup. Alors que là, littéralement, moi, le plus souvent, j'arrive avec, je dis, j'offre 200 €. J'ai littéralement 4 questions. Je commence toujours par des questions fermées. Donc, je sais que le mec va pouvoir répondre, tu vois. Donc, par exemple, Kickstarter, ça pourrait être quel newsletter, c'est un gros truc. C'est comme sur les quiz. La première question, c'est toujours êtes-vous un homme ou une femme? C'est ça, pour que tu enclenches, toi. Le mec, il voit ça arriver dans son inbox, il voit les 200 €, il voit les 4 questions. En plus, les gens, ils aiment bien partager l'expertise, tu vois. Et pareil, encore une fois, il faut faire attention quand tu proposes de l'argent. Faut pas que le mec ait l'impression de se prostituer non plus, tu vois. Donc, il faut être un peu intelligent dans la façon dont tu le dis. C'est que pour nous, ça a une énorme valeur d'avoir cette expertise et d'éviter de faire les erreurs en avance. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaiterait vous rémunérer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu contactes ces personnes-là, ça leur arrive quasiment jamais qu'on vienne leur offrir 200 € pour leur poser 4 questions, tu vois. C'est un truc unique pour eux. Et tu as un très gros taux de réponse. Je dirais, sur LinkedIn, tu as l'ordre de 70% de réponse, quoi. Et tu remarques déjà aussi qu'il y a une différence. Quand c'est des gens qui sont salariés, ils vont prendre les 200 € généralement. Quand c'est des gens qui sont entrepreneurs, je pense qu'il y a peut-être une question un peu d'ego aussi. De ne pas vouloir se faire offrir l'argent par quelqu'un. Ouais. Et donc, ils vont refuser l'argent, mais aider quand même, tu vois. Et généralement répondre aux questions. Un truc que tu peux faire aussi, mais il faut être malin par rapport à ça, c'est proposer, au lieu de proposer je t'offre 200 €, je dis je peux offrir 200 € à la charité de ton choix ou à cette charité-là, toi. Moi, j'ai une charité déjà prévue, je t'envoie le lien. Ce qui fait que le mec, il va se dire, attends, ça me prend 5 minutes, je peux sauver des enfants au Rwanda. Toi, instinctivement, il va se dire, c'est bon, ça. En fait, on m'offre l'opportunité de faire la bonne action du jour sur un plateau d'argent, tu vois. Par contre, là où il faut faire gaffe, c'est qu'il faut pas offrir les deux, en fait. Parce que quand tu offres les deux, tu les mets dans une position de merde. Parce qu'en fait, s'ils disent non, et en fait, ils vont jamais vouloir dire non, envoie-moi les 200 € à moi, tu vois. Les enfants au Rwanda, ok, mais moi, mon kombucha, il se paye pas tout seul, tu vois. Et là, tu les mets vraiment dans la merde, donc faut pas offrir les deux. Donc à quel moment est-ce que tu proposes? Donc, si d'un point de vue très tactique, tu envoies la message à la personne, tu dis nous, on a ce projet, ça a beaucoup de valeur pour nous, donc on voudrait vous rémunérer 200 € pour répondre à ces quelques questions. Voilà la liste des questions.
Et après, donc si la personne te répond pas, tu follow up avec et la charité, comment est-ce que tu introduis ça du coup? Non, non, dès le premier message, je choisis si je vais Ok, partir sur charité ou truc. Et en gros, l'idée, c'est que si l'entrepreneur est plus gros que moi, généralement, je vais offrir charité. Parce ok. que le mec, en fait, déjà, pour lui, 200 euros, ça va pas être grand-chose. Et encore une fois, il veut pas... Il y a un peu le concept, il veut pas juste, toi, être payé pour ça. Ouais. Il y a un truc où ça lui paraît un peu sale. Alors que potentiellement, si c'est directement une charité... encore une fois, l'idée, c'est vraiment que les questions, Donc le tu mec... décides en fonction du profil, quoi. C'est ça. En fait, Ok. ce qui est important que les gens faut comprendre, c'est que la valeur n'est pas dans le temps que le mec va passer à répondre, c'est vraiment le fait qu'en fait, il ait les réponses immédiates de tes questions, toi. Que lui, effectivement, il a testé 15 newsletters différents sur Kickstarter, il sait exactement les ROI. Il le sait pas, toi, il le sait par cœur, ça va lui prendre 30 secondes pour répondre. Et toi, ça t'évite de faire des newsletters qui rapportent rien, quoi. Euh, Qu'est-ce que tu appelles des newsletters dans ce cas-là? en fait, c'est un gros truc sur Kickstarter. Tu as plein de newsletters qui ont en gros des. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Kickstarter, ça fonctionne un peu en circuit fermé. C'est-à-dire que 95% des gens qui vont back tes projets, c'est des gens qui ont déjà back d'autres projets Kickstarter en fait. Ok. Toi, Et donc, si tu as des email lists avec ces personnes-là, ça a beaucoup de valeur parce que tu peux les targeter assez Hmm. facilement. Et donc, c'est ce genre de truc où en fait, ils vont envoyer le newsletter et tu payes, je sais pas, $500 plus 20% de commission. Et il va me dire, ouais, cette newsletter, elle m'a rapporté 10 000 en backers, alors que l'autre, elle m'a rapporté 3 000. Tu as aussi beaucoup d'arnaques dans le milieu, donc des arnaques. Donc, il y a des backers qui vont arriver, qui vont pledge, du coup, qui vont back le projet. Mais juste avant la fin du projet, ils vont se retirer, tu vois. Et donc, c'est une escroquerie. Donc, pareil, il peut te flag, bah, ces trois newsletters, attention, c'est une escroquerie. Et donc, ça vaut rapidement le coup rien que sur cette partie-là, quoi. Euh, Donc si, supposons, tu vois que j'essaie d'appliquer ça à mon domaine et je suis en mode, ok, Schoolmaker, qu'est-ce que je fais? Donc je vais aller chercher des gars potentiellement qui ont fait soit du SaaS spécifiquement dans mon milieu et peut-être que je vais aller encore plus target. Par exemple, en ce moment, je suis en train de regarder sur un truc du type comment est-ce que je fais pour avoir plus d'affiliés, par exemple. Mais supposons que tu vois, je trouve le gars qui a fait le programme d'affiliation chez kit.com ou system.io, un truc comme ça. Et comment est-ce que tu fais pour poser des questions qui sont assez spécifiques pour que le mec il t'apporte des infos que t'as pas, mais tout en ne l'ayant pas en appel, sans lui raconter ta life, parce que ça aide beaucoup de raconter ta life, mais du coup ça prend beaucoup de temps. Tu vois, qu'est-ce que je pourrais comme question? Parce que si je lui ai dit, ok, comment tu gères ton programme, il va me dire un peu les bases et tout, mais potentiellement ça je pouvais les voir moi-même en allant sur la page affiliation de leur site. Tu vois, comment est-ce que tu t'y prends pour poser les bonnes questions? Ou est-ce qu'il y a certains cas où tu te dis, ok, là il y a des connaissances secrètes que les gens seraient prêts à partager, mais que de facto, tu vois, dont personne ne parle. Comment est-ce que tu réfléchis à la stratégie en termes de questions? Effectivement, donc là, l'idée, c'est au début d'aller les questions les plus tactiques possibles pour que le mec il Ok. a moins facile de répondre en fait, qu'il puisse te répondre instantanément. Et ensuite, ce que tu veux, c'est tu peux rebondir déjà sur ses réponses, mais aussi ce que tu veux faire ensuite, c'est vraiment ouvrir en mode voilà, imagine tu commences demain de zéro. Ce serait quoi les meilleures pratiques, les bonnes pratiques à connaître? Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir plus tôt? Et en fait, Ok. élargir la question. Et généralement, le mec il va te répondre. Mais vu que c'est quand même un plus gros effort, tu veux qu'il fasse l'investissement initial de te répondre aux questions tactiques. Et ensuite, ouvre le truc. Euh, et donc, c'est généralement comme ça qu'on procède. Euh, ouais. Et après, tu Ok. vois vite, de toute façon, si le mec il veut plus trop discuter ou il est ouvert, mais la plupart des gens, au final, ils aiment bien quand même partager. Et aussi, l'autre truc aussi que tu peux faire, c'est avec les réponses tactiques, tu essaies d'implémenter ce que tu peux rapidement. Donc, nous, par exemple, si tu veux dire bah, cette newsletter, elle est bien, tu vas répondre. On s'est déjà inscrit à la newsletter, merci beaucoup, tu vois. Pour que le mec il voit, ok, bah, je lui dis un truc, il le Hmm. fait, c'est gratifiant pour moi. En plus, je suis payé pour ça. Donc, c'est que du positif au final pour lui, quoi. En sachant que pour le coup, environ 50% des gens veulent pas payer au final, enfin, veulent pas l'argent. Et généralement, c'est généralement aussi parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas vraiment travaillé, toi. Que ça leur a pris 5 minutes pour répondre. Ils sont là, bah, c'est cadeau. Hmm. Pas besoin de me rémunérer par rapport à ça. Mais le fait de leur Euh, proposer montre que tu es sérieux et te sors de la masse des personnes qui T'attribues de la sont juste valeur. là pour gratter des conseils, quoi. C'est Ouais. ça. Et forcément, 200 euros, ça peut paraître beaucoup. Et je pense qu'il n'y a pas besoin que ce soit 200 euros. Forcément, tu ne veux pas aller trop peu cher. Toi, si tu offres le mec 5 euros et un ticket resto, peut-être que là, ça devient contre-productif. Mais je pense même à partir de honnêtement, 30, 50 euros, euh, il y aura beaucoup de gens qui répondront, qui seront intéressés. Et encore une fois, tu sors un peu du lot. Euh, et donc, donc, vraiment, effectivement, parce que c'est important le point que tu lèves par rapport au fait, tu commences par être tactique. En fait, ensuite, tu veux un peu map out toute la stratégie, tout le truc global, tu vois. Et Donc du t'essaies coup, tu as quand même des questions de follow-up. En fait. Tu lui envoies des premières Ouais. questions et tu dis pas, j'ai besoin que tu répondes à ces 3 questions. Tu dis, je voudrais te poser quelques questions. Voilà le début, si ça t'intéresse. Ok. Et en plus, souvent, ce qui se passe, la plupart, ils ne demandent pas le paiement avant de répondre aux premières questions, tu vois. Donc, il y a un mécanisme simple qui se fait que tu poses tes premières questions, ils disent, ok, voici. Et donc, dedans, tu dis aussi, parce que c'est un PayPal ou autre, machin truc, pour vraiment éviter qu'il y ait un back and forth, tu vois.
Ils montrent que tu es sérieux, tu vois. C'est pas juste 200 euros, c'est là, tu me donnes mon PayPal, on t'envoie l'argent. Il répond aux premières questions, il te donne PayPal. Là, tu envoies l'argent à ce moment-là. Et donc, le mec, il a l'impression qu'il vient de recevoir l'argent pour répondre aux questions d'après, presque, tu vois ce que je veux dire. Il y a un déroulement naturel qui se fait, qui est assez efficace. Et donc, ouais, par exemple, là, sur le cas Kickstarter récent, on a contacté 8 personnes. Donc, on a regardé, ok, c'est quoi les plus gros Kickstarter qui se sont déroulés sur ces derniers mois. On a, autant qu'on pouvait trouver les personnes à la source. Généralement, c'est pas très si compliqué pour Kickstarter parce que les gens ils publient sur LinkedIn, ok, on a un Kickstarter qui est en cours, et tu vois qui a publié ça. Euh, Tu retrouves ces personnes-là. En plus, ce qui est pratique, c'est que tu n'es pas en concurrence directe parce que c'est des catégories de produits différentes. Donc, les mecs, ils se sentent pas mal par rapport au fait de partager. Ce qui est aussi un truc qui peut être plus compliqué pour toi. Si tu veux reproduire dans le même domaine, dans la même industrie, peut-être qu'ils auront un peu de scrupule par rapport à ça. Et après, par contre, tu peux aussi toujours dans ton message mettre je veux aucune information confidentielle ou autre, vraiment juste les best practices, tu vois. Et généralement, les gens vont bien prendre. Et donc, ouais, 8 messages envoyés, on a eu 5 réponses et 3 personnes qui ont voulu être payées au final. Et ça a été très intéressant. Maintenant, on a vraiment un truc complet de tous les types d'ads qui ont fonctionné, tous les newsletters qui ont fonctionné. Ils ont quasiment tous aussi ont pris le temps du coup de critiquer un peu notre campagne actuelle, la façon dont on a construit notre truc. Donc, on a vraiment eu une masse d'informations super utile. Et un truc où j'ai pensé qu'on aurait dû appliquer, par exemple, nous, c'est la vente de climatiseurs portables. Donc, 4 années d'affilée, on a échoué. 4 années d'affilée, on a vendu des climatiseurs portables et on a fini à perte. Et à chaque fois, c'était pour des raisons différentes. Toi. Donc, chaque fois, on se dit, c'est bon, on a compris ce qui ne fonctionnait pas, on va le corriger. Et je me dis, en fait, si on avait eu accès à quelqu'un qui nous a dit, il y a quelques trucs importants, c'est que ce genre de produit ne se transfère pas entre les pays, donc il faut envoyer du stock individuel dans chaque pays. Vraiment, tout se passe sur pré-jour de calcul. Pourquoi est-ce qu'il ne se transfère pas entre les pays? C'est une technicalité d'Amazon? C'est ça, il y a deux problèmes. Un, c'est le liquide qui est à l'intérieur, où ils n'aiment pas transporter ça. Et deux, c'est juste la dimension du produit, où ils viennent bloquer, du coup, Amazon ne le transfère pas. Mais ce qui est totalement débile, c'est qu'ils vont quand même le mettre en vente. Donc c'est pour ça que ça crée un bordel monstre. C'est que les gens ont commandé en France, alors que le stock en Allemagne, par exemple, Amazon va le mettre en vente, il va dire vous serez livré. Et en fait, les produits partent jamais, tu vois. Ce qui, du coup, toi, tu penses, putain, on est en train de vendre. Putain, c'est bizarre, le stock il bouge pas. Enfin, on a toujours de l'inventaire, toi. Et du coup, il y a une année, on s'est retrouvé à la fin de l'été en disant, attends, c'est quoi ce bordel? En fait, il n'y a rien qui est parti, quoi. Un autre truc important, c'est en fait, tu pourrais penser, les clips, elles vont se vendre les jours les plus chauds de l'année. Mais en fait, non, elles se vendent les premiers jours de canicule. Donc là, c'est ce qui vient de se passer en France, où en fait, ça perd à fond parce que les gens veulent à ce moment-là. Et ce qui veut dire, alors c'est un peu précis comme truc, mais en gros, si tu places ton PO après les vacances chinoises, c'est déjà trop tard. Tu vas arriver trop tard. C'est quand les vacances chinoises? C'est en gros, généralement, c'est 15 janvier au 15 février. Okay. En fait, 15 février au 15 avril, ça va prendre la production. Et après, ça va arriver. Mais vu que tu dois shipper dans chaque pays, il faut que tu assures que le stock soit en cours. Tu prends trop de risques, en fait. Si le premier jour de canicule est genre le 15 juin, t'as à peu près raté ta saison potentiellement. Et donc, pareil, c'est un truc. Un mec aurait pu te le dire, toi. Dire il faut absolument que tu sois là à tel moment et que c'est pas août que ça se fait. Un autre truc dans ce cas-là, pour le coup, pour qu'un mec puisse te dire ça, c'est un concurrent direct qui vend aussi des clims sur Amazon. Partiellement. Après, tu peux être un peu malin. Tu peux réfléchir à des produits analogues à ça, toi. Par exemple, des ventilateurs, toi. Si un mec qui vend des ventilateurs, t'es pas en concurrence directe et il a exactement le même mécanisme potentiellement de vente. Okay. Et après, la réalité aussi, c'est que... C'est après, sinon, ça devient... En gros, tu cherches un ex-employé ou un truc comme ça, quoi. Mais là tu leur... du coup, ça rentre un peu dans la zone où tu leur demandes de divulguer des secrets qu'ils auraient peut-être pas dit autrement, quoi. Oui et non, parce que je pense que, honnêtement, si tu restes un peu général, tu te dis est-ce que c'est les trucs à savoir, Et en fait, ça marchait tellement gros que je pense que la personne ne se sentira pas spécialement. Tu as tellement de climatiseurs. Ou éventuellement un mec qui vend aux US et toi tu vends en Europe. Par exemple. Ouais, ok. Et le truc le plus choquant qu'on a découvert souvent cette année en retraçant le truc, et qui change totalement ta profitabilité, c'est que, en gros, si les gens commandent en juin, tu as un taux de retour de 8%. Parce qu'en fait, les gens l'utilisent tout l'été et après, la fenêtre de retour est fermée. Tu vois. Si les gens commandent en août, tu as un taux de retour de 18%, 10% de plus. Ce qui massacre déjà 10 points de marge automatiquement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te commandent, il fait plus chaud et ils le renvoient. Tu vois. C'est escroc. Et ce que ça, c'est Amazon, c'est que tu perds 10 points de marge déjà sur le taux de retour. Quoi. Mais en plus, ensuite, ils te le renvoient à Amazon. Toi. Il faut te débrouiller avec ton truc de 30 kg. Si tu le retires, ça va te coûter 25 €. Donc, en gros, il y a un gap de plus de 15 points de marge entre si tu vends en juin ou en août. Tu vois. Et donc, tu as vraiment intérêt à vendre en juin et à bourriner à ce moment-là. Un autre truc aussi, c'est qu'en fait, être en rupture, ça n'a pas d'effet négatif. Avant, vous disiez, il faut rester en stock toute l'année.
même quand le produit se vend pas, parce que sinon on va être affecté. Mais là, on était en rupture, on vient d'arriver, on repart on repart comme en 40, comme en 14, je sais pas, un des deux. Euh, et donc, je pense que, toi, on pourrait se célébrer en se disant, bah, c'est bien, on a pas lâché l'affaire, on a appris année par année. Mais je pense qu'on aurait pu aller plus vite si on avait eu quelqu'un qui avait pu nous filer ces infos-là en avance, quoi. Après, ça reste un marché, honnêtement, c'est un marché un peu mythique, le climatiseur portable. Parce que pendant quelques jours, c'est le produit qui se vend le plus sur Amazon et c'est un Ok. produit à genre 400 euros, tu vois. Donc, Ouais, bah, par exemple, là, ok. il y a avant-hier, et on n'a pas beaucoup de stock, donc t'es un peu limité. Avant-hier, je crois qu'on a vendu plus de 300 en une journée. Euh, donc, 300 fois un produit de 400 euros, tu vois, c'est déjà 100 000 euros de vente en une journée sur un produit, tu vois. Enfin, là, 3 acides, mais c'est le même truc. Euh, mais c'est casse-gueule de ouf parce que ça coûte super cher à produire. Et c'est énorme, donc si tu te foires, en octobre, il n'y a plus personne qui achète, peu importe ce que tu fais. Euh, et donc, notamment aussi, ce que j'ai appris, pareil, et c'est un truc intéressant, c'est que ce que font les retailers, donc les Walmart, Costco, autres, eux, c'est en fait, ils ont cette stratégie-là, en fait. Ils stockent, et en fait, quand ça se vend, tu vois. Ils essaient pas, on va garder le stock jusqu'à août. Non, si on peut l'écouler, se débarrasser du produit le plus rapidement possible, on le fait parce que, in fine, autant vendre un produit en juin plutôt qu'en août, parce que le taux de retour est plus faible, même pour eux, c'est le même mécanisme. Et, euh, et aussi, on se garantit le fait c'est bon, on a récupéré notre cash. Alors que l'année dernière, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au final, on a voulu garder du stock pour août, sauf qu'on a eu un août où il faisait très, très frais, en fait, il a plus fait chaud, et donc on a galéré à vendre. Mais bon, bref, en gros, l'idée, c'est que c'est bien d'apprendre par sa propre expérience, mais si tu peux avoir l'expérience d'autres personnes, c'est encore mieux. Euh, et en Donne-moi astuce, quelques astuces. Ouais. ouais, commencer par question fermée puis ouverte, ça, je pense, c'est vraiment, vraiment très important. En fait, tu veux qu'il y ait la moindre. Avoir la charge mentale la plus faible pour la personne qui répond. Et avoir des questions où tu sais que la personne va pouvoir répondre. Euh, Pas abuser sur les follow-up. Donc, tu fais un follow-up et tu t'arrêtes là. Ouais, alors, non, 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 ok, par follow-up, il y a deux trucs en fait. Pas abuser sur le follow-up, effectivement, si la personne ne répond pas, tu tentes une fois et pas plus que ça. Et aussi sur les follow-up des questions quand le mec te répond, toi, fais pas durer la conversation en 10 échanges, toi. Tu as maximum deux trois échanges, et puis après tu le remercies. Et ça te donne plus de chances que potentiellement 6 mois tu peux revenir vers lui, et ainsi de suite, quoi. Euh, euh, Frémir intelligemment, si on en a parlé, c'est vraiment de dire qu'en fait, tu attribues de la valeur à leur expertise. C'est la bonne façon d'aborder le truc et du coup de rendre le fait de les payer comme étant quelque chose de normal en fait. Un autre truc aussi, c'est très facilement délégable en fait. Moi, j'ai la personne qui fait ça avec moi, une sorte assistante, elle a mon accès LinkedIn, donc elle peut trouver les gens, leur envoyer leur message initial et après follow-up un peu. Moi, j'aime bien au final quand même regarder notamment les follow-up parce que c'est là où j'ai peur les questions les plus intéressantes. Mais c'est quelque chose qui peut se faire totalement de façon déléguée, notamment chercher les gens, tout ça c'est un peu chiant. Et donc tu peux facilement déléguer ça. Euh, un truc aussi, c'est que généralement la plupart des gens comme perçoivent une sorte de imbalance, de sorte de inégalité dans le Déséquilibre. fait que déséquilibre dans le fait que qu'est-ce que t'es bon quoi. Imbalance, déséquilibre, Aussi, ça va vite quoi. aussi fort que ChatGPT, quoi, le mec pour traduire des C'est mots. ça. La valeur ajoutée. Ok, ils Euh, sont en déséquilibre dans le fait que en fait, tu leur as payé 200 euros, mais pour eux, c'était assez facile de répondre. C'est un c'est truc qu'ils ça. t'auraient dit en 5 minutes au bar, quoi. C'est ça, et du coup, généralement, ils vont quand même vouloir encore t'aider, toi. Donc, ils vont Ouais. rajouter des trucs, ils vont. Et tu peux aussi rajouter à ça à la fin aussi. Parce que moi, j'ai quand même cette expertise Amazon. Potentiellement, ça peut être utile pour quelqu'un. Bah, tu peux dire Ouais. aussi, si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Et tu crées, en fait, tu finis l'échange où on a l'impression d'avoir reçu plus qu'ils ont donné. Et donc, Mm. potentiellement, ils vont vouloir t'aider plus tard. Euh, et aussi, même quand tu donnes de l'argent, c'est assez gratifiant au final. Parce que c'est des gens qui sont intéressants, tu les contactes parce qu'ils ont une expertise et qui sont bons à ce qu'ils font. Toi, si c'est quelqu'un un peu de random d'une boîte, généralement, tu vas pas. C'est pas intéressant parce qu'ils n'auront pas de sauce particulier. Et dans le cas de Kickstarter, en fait, c'est assez fascinant ce milieu parce que t'as beaucoup de gens, c'est des putains d'artistes c'est-à-dire qu'en fait, ils vont miser leur. Je parlais avec un des mecs, il a pris une hypothèque sur sa maison pour lancer le Kickstarter, toi. Et donc, il jouait sa vie sur le Kickstarter. Donc, le mec, il a vraiment réfléchi à toutes les newsletters. Il a levé 300 000 dollars. Maintenant, il est à fond dans la production. Et donc, c'est assez gratifiant même de pouvoir aider des gens comme ça. Tu dis, bon, c'est assez impressionnant, quoi. Et donc, en fait, ce que je dis, c'est généralement, tu parles comme des gens passionnés. Et c'est pour ça que tu les contactes, c'est parce qu'ils sont particulièrement bons. Et donc, c'est cool. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vas le mettre en place? Moi, j'adore l'idée. Je pense que ici, un des insights que j'ai toujours l'impression qu'il faut demander aux gens un appel. J'ai toujours l'impression que c'est quand même compliqué. Moi, tu vois, si les gens me demandent un appel,
Je suis en mode, en théorie, j'ai envie de t'aider, mais en pratique, bonne chance pour me loquer sur un appel. Donc je pense que là, le fait de le faire par écrit, ça diminue beaucoup la barrière à l'entrée. Mais du coup, il faut être vachement plus stratégique sur l'écriture des questions. Parce que sur un appel, tu peux poser une question assez large et après creuser dans un point et vraiment aller dessus. Versus à l'écrit, je trouve que si tu poses la mauvaise question, tu as une réponse et tu dis en fait, j'ai rien appris ou j'ai pas compris concrètement comment je vais faire, tu vois. Je trouve aussi qu'il y a un élément que tu veux faire en appel, c'est montrer ce que tu fais actuellement et que la personne te donne des retours. Mais du coup, tu demandes à la personne de s'investir pas mal pour comprendre ce que tu lui proposes. Et là, c'est un peu le même truc que j'ai. Tu vois, par exemple, on bosse sur une nouvelle fonctionnalité pour ScoMaker, par exemple, et tu veux avoir des retours clients. Tu vois, si tu demandes à la personne de t'expliquer à l'écrit, elle va te donner la réponse, mais tu sais pas vraiment si tu as été au fond du point de levier, tu vois, qui va vraiment faire cliquer la personne. Ou alors tu dis, ok, viens sur un appel, je te montre, etc. Ce qui marche, et là, pour le coup, c'est efficace, mais il faut lui montrer tout le truc, il faut bloquer un appel avec la personne, etc. Et en fait, si tu veux faire ça avec 15 clients, bah, littéralement, ça peut être ta semaine, quoi, à aller faire des appels avec les gens, avec beaucoup de valeur, mais du coup, tu le fais moins souvent, tu vois, que là le faire à l'écrit. Donc, je pense que baisser la barre à ce niveau-là et ne pas le faire en appel, ça peut avoir beaucoup de valeur. Et après, ouais, du coup, ça te force à réfléchir de manière très spécifique à tes questions. Mais c'est vrai que ouais, si moi je me pose et que je réfléchis, ok, est-ce qu'il y a trois éléments? J'avais commencé à faire un peu cette approche avec. Notamment, je parlais d'affiliation tout à l'heure, mais c'est un truc que j'ai pas beaucoup fait. Je pense que c'est super important pour des outils comme le mien. Et en fait, je le fais pas trop parce que c'est pas un truc que je connais trop. Tu sais, c'est pas là où est mon attention. Mais en fait, il y a des gens qui font que ça, quoi. J'avais parlé à une fille qui bosse, en gros, il bosse dans les bureaux de NordVPN. Et, euh, et donc, en fait, bah, NordVPN, c'est les bourrins du sponsoring, etc. Tu vois, de comprendre comment tu identifies qui tu vas sponsoriser, comment tu fais le tracking, quel ROI est-ce que tu essayes d'avoir, etc. Notamment quand j'avais Au final, discuté c'est avec que un ça. Je sais gars. pas si t'as déjà vu le PNL des VPN, c'est genre 99% de marge brut. Parce qu'il y a Ouais, zéro coût en fait. C'est la redirection, il n'y a pas de serveur, il n'y a rien en fait. Donc c'est pur il profit. doit y Donc avoir un ils sont serveur tout quand dans. même. Comment est-ce qu'ils font passer le trafic sinon? Non, apparemment, c'est une forme de redirection en fait. Tu as besoin d'utiliser un serveur en tant que tel. Euh, de ce que j'ai compris, c'est ça. Ok. Dans tous les cas, ouais, leur serveur, il doit pas coûter beaucoup d'argent. Et en gros, mais il y avait plein de trucs intéressants. Par exemple, un des trucs, j'avais aussi parlé à un gars qui bossait ouais, chez une boîte qui s'appelle Hostinger, qui sont du coup, c'est eux qui sont dans le bureau de NordVPN. Et la personne à qui j'avais parlé bossait chez NordVPN. J'avais parlé aussi à un gars qui euh, était dans leur bureau. Et par exemple, ils avaient un insight intéressant, c'est que, en fait, ce qui marche pour eux, c'est de t'afficher un coût au mois qui est très faible, mais juste de te faire payer pendant 48 mois. Donc, en fait, ils ont une valeur par panier qui est OK, parce que, en fait, tu payes ton site web pendant 4 ans. Hostinger, c'est une plateforme de site web. Et donc, en fait, ça revient à genre 6 dollars par mois. Tu vois, donc 6 dollars par mois, c'est que dalle pour créer un site. Mais évidemment, tu le payes pendant 48 mois. Bah, ça fait quand même quasiment 300 euros, en fait. Et donc, Et la plupart des gens, je pense, au final, créent pas de site ou abandonnent au bout d'un mois. Donc c'est gens qui n'utilisent pas leur service, qui vont pas leur contacter à même 16 s'ils clients l'utilisent, en et qui fait, ont tu vois, c'est payé. leur coût marginal pour héberger un site. Même si le gars crée son site, il va pas avoir un masse de trafic. Si la masse de trafic, probablement, il doit payer un plan plus cher, etc. Donc, c'était intéressant de voir que leur business model était différent. Un autre tour que j'avais eu, par exemple, c'est quand tu vas sur ma landing page, ça t'explique ce que c'est ScoMaker. Et à la fin, ça dit prends un essai gratuit. Et celle qui bossait chez NordVPN m'a dit ça serait mieux d'avoir le prix sur ta page d'accueil. Moi, je demande, mais il n'y a aucun SaaS qui a son prix sur la page d'accueil. Elle est en mode, ouais, mais nous, en fait, on drive des millions de visiteurs sur des random vidéos YouTube. Ils vont pas aller cliquer sur la page pricing. Tu mets ton prix sur la même page. Tu vois. Enfin, tu vois, ça, c'est un truc que j'aurais jamais pensé moi-même, tu vois, de mettre le prix. Après, en fait, sur une formation, typiquement, tu aurais mis le prix sur ça. Donc maintenant, sur ScoMaker, notamment si on fait des promos sur la page d'accueil, je trouve ça pour le moment, je n'ai pas encore sauté ce pas, mais en gros, si on drive de plus en plus de promotions vers une page qui va intégrer directement le prix et l'offre, etc. dedans, pour qu'en fait, tu puisses prendre ta décision sur une page et pas aller devoir... tu vois, normalement, la navigation, tu dois aller cliquer sur des pages features, etc. Et part du principe qu'ils vont regarder une page, ils vont acheter au pas, ils vont partir et ils vont pas aller cliquer sur ta page pricing. Voilà, ce que je trouvais, il y avait plein d'éléments intéressants à ce niveau-là, en termes de pricing, de présenter l'offre dans le cadre du sponsoring, en fait. Vraiment, dans le sponsoring, les gens ont entendu parler d'un truc, ça les intéresse potentiellement, ils vont cliquer. Mais en gros, ils sont vraiment à un stade de curiosité extrême et ils n'ont pas vraiment de... Et toi, jusqu'ici, t'as fait zéro sponsoring ou t'en as fait comme un peu? D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a Yomi Diesel qui a sorti une vidéo Stinger qui est 100% sponsorisée Ouais. sur leur Moi, une aussi, création là. ils m'ont contacté plein de fois.
pour faire des vidéos avec eux. Vraiment, donc Hostinger, j'ai appris en discutant avec eux qu'ils sont dans les bureaux de NordVPN. Donc en fait, ils appliquent le playbook NordVPN, mais pour aller attaquer le marché de la création de sites, tu vois, typiquement Squarespace, etc. Donc ils sont très très agressifs sur la sponsor. Et du coup, j'avais discuté voilà, avec les gens qui s'en occupaient. Voilà. Mais du coup, effectivement, ils récupèrent leur CAC. Ils récupèrent leur CAC immédiatement parce que tu vois, les gens ont payé pour donc leur coût d'acquisition, les gens ont payé pour 48 mois. Mais en fait, là-dessus, ils vont faire très, très, très peu de marge ou voire une marge négative. Et ils sont vraiment en mode, la 6e année, quand la personne renouvelle, ils payent plein pot, etc., on construit quoi. Donc, il y a une stratégie assez agressive en termes de capital, ce qui leur permet en fait de scaler très rapidement parce qu'ils sont en mode, voilà, on va mettre un prix faible, avoir pas mal de sign-up, faire payer les gens en avance pour quand même récupérer une partie du cash et pouvoir sponsoriser un maximum de monde. Et après, il y a une politique, en gros, d'être connu comme étant cool. Parce que même si tu proposes de l'argent à des créateurs de contenu, c'est pas évident qu'ils ont envie de faire ton truc. S'ils ont l'impression que tu vas les faire chier, ils vont pas le faire, en fait. Et donc, ces gens-là, ils développent une politique de, en gros, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Il y a juste quelques guidelines et c'est tout ce qu'on te demande. Et c'est pour ça que les boîtes où tu vois qui font beaucoup de sponsors, comme les trucs de bouffe, là, en ce moment, que je vois pas mal, Factor, il y a les VPN, Hostinger, Squarespace. Ils ont tendance à avoir des pubs assez créatives chez les youtubeurs parce qu'ils donnent beaucoup de marge, qu'ils ont beaucoup de capital à déployer. Ils sont en mode, ok, tant que t'as pas dit que notre truc c'est de la merde, tant que t'as dit ces 4 phrases et dans ton intervention de 30 secondes et qu'à la fin il y a un call to action, tu peux faire après ce que tu veux. Parce que du coup, tu vois, en tant que quand tu commences dans ce domaine, t'es en mode, au contraire, tu vois, j'ai envie que le truc soit bien fait, alors qu'en fait, eux, leur aptitude, c'est plus, en fait, tu vas en sponsoriser 10. Il y en a 8 où tu vas perdre de l'argent, mais il y en a 2 que tu vas trouver. Et une fois que tu en as trouvé 2, tu vas sponsoriser toutes leurs vidéos en fait. Moi, il y a des youtubeurs que je suis. Tu vas trouver des profils similaires aussi, tu vas te dire, en fait, c'est ces profils-là qui fonctionnent. Il y a des youtubeurs que je suis, mais tous leurs vidéos sont sponsorisées par Squarespace depuis 10 ans. Il y en a un auquel je pense, c'est Nerdwriter. Nerdwriter, 100% de ses vidéos sont sponsorisées par Squarespace depuis 10 ans. Et en fait, il y a plein de gens comme ça où en fait, ils vont même signer un deal à l'année avec le gars. Je connaissais un gars, tu vois, on lui avait proposé un deal à l'année, donc toutes ses vidéos étaient sponsorisées par le même truc. Et donc, dans ce cas-là, en fait, si tu sponsorises pas mal de gens à droite à gauche, c'est pas très grave si, en fait, il y en a plein qui perdent, parce qu'une fois que tu as trouvé un winner, tu peux le répliquer, en fait, et le scaler. Voilà, donc ça, c'est des éléments, tu vois, que moi j'ai appris. Et pour le coup, ça, j'ai pas encore vraiment attaqué là-dessus. Notamment dans mon domaine, en fait, c'est compliqué parce que je pense qu'il faudrait vraiment avoir une approche très, très micro-influenceur. Et aller juste sur plein de petites chaînes parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font du volume et qui sont pas déjà loqués sur un outil ou un autre en fait. Et ça pour l'avoir fait c'est quand même très chiant parce qu'en fait il y a quand même une corrélation assez claire entre la taille de l'influenceur et le niveau de professionnalisme. Nous on a essayé avec des petits influenceurs en se disant c'est parfait, tu vois, on leur offre le produit, un peu d'argent et en fait tu multiplies les interactions parce qu'en fait il faut les relancer tout le temps, ils sont pas juste pas très professionnels. Et lieu d'avoir un point de contact pour un gros influenceur qui va te faire beaucoup de vues, qui est peut-être un ROI peut-être moins intéressant, mais au moins c'est une personne à gérer qui généralement sait ce qu'elle fait. Tu vas te retrouver avec des dizaines de contacts, des personnes qui te répondent pas, que tu relances, il y a de plus en plus de plateformes qui proposent de faire ça, de faire coordonner ça. Je sais pas ce que ça vaut. Le problème c'est que si les personnes dont tu as besoin sont pas sur la plateforme, en fait tu te retrouves à le faire à la mano quoi. Et c'est là où je pense qu'effectivement les gens à qui j'ai parlé, c'était un peu leur boulot d'aller identifier ces personnes, de les driver, tu vois, c'est quand même beaucoup de boulot. Voilà. Donc ça, c'était sur les conseils de management peu intuitifs. Parlons un peu de la vidéo IA. Donc la vidéo IA, ça fait quelque temps que ça existe et c'est cool, c'est marrant, etc. Mais je n'avais jamais encore trop compris comment l'utiliser concrètement. Est-ce que tu peux cliquer sur le premier lien que j'ai donné ici dans les ads et me dire ce que tu vois? Je suis dessus. Tu peux regarder la vidéo? Ouais, j'ai déjà regardé. C'est une vidéo d'animation, un petit personnage... Un truc un peu à l'Instagram, non? Je pense que ça run sur Instagram comme ads. Alors du coup, la vidéo... La procrastination, ADHD, tout ça. Ouais, donc en fait, c'est une chanson. C'est ça qui est ouf. C'est que tu étais sur YouTube, moi je l'ai vu en pub sur YouTube, j'étais connecté sur le mauvais compte, donc je l'ai vu en pub. Et tu ouvres ta pub et c'est une chanson. Genre un peu une chanson, il y en a plein, il y a tous les genres, il y a une chanson un peu électro, il y a une chanson un peu folk et tout ça. Mais ça ressemble à 100% à un truc que ta meuf écouterait sur Spotify. Moi je serais absolument incapable de dire la différence. Est-ce que tu as déjà demandé à ChatGPT de faire des chansons? Moi je fais pour les enfants. Je dis fais une chanson sur Héloïse la princesse, tu vois. Et du coup il va chanter, genre live, une chanson d'Héloïse la princesse qui est basée, je sais pas, sur... Et il la chante Elsa, avec le rythme dans le mode voix? Ouais, il la chante. Ouais, il la chante avec le rythme. Du coup, t'as pas la musique derrière, donc par contre, t'as sa voix, il module la voix, il chante, tu vois.
Donc ça ne m'étonne pas que l'IA soit très bien là-dessus, Donc quoi. là, ils font des chansons pour promouvoir leur truc, qui est un truc qui bourrine en pub depuis des années, c'est une application et qui coûte une blinde, où tu payes à la semaine pour améliorer ta santé mentale, ton anxiété, etc. Donc, et en gros, c'est une chanson sur ADHD, c'est une chanson sur l'anxiété, une chanson sur la procrastination, qui est faite, qui ressemble sur la surface à 100% voilà, à n'importe quelle chanson pop que tu aurais dans le hit sur Spotify. Mais qui parle de la procrastination et qui derrière te fait la promo sur un quiz qui commence par la question êtes-vous un homme ou une femme, et qui derrière va te dire ok, selon ton profil on t'a fait un plan de spécialisé, télécharge notre app et paye 17 $ par mois pour je sais pas exactement quel pricing mais c'est dans cet ordre là pour récupérer ton truc 17 et du dollars par coup semaine, peut-être. Jamais ils aiment bien mettre par semaine. ouais. Exactement. Et du coup, ils ont utilisé, à mon avis, Suno.ai pour faire toutes ces chansons. Après, ils ont une petite animation qui est faite derrière, mais c'est vraiment de la chanson. Et tu penses pas que Euh, l'animation est faite par l'IA aussi? Bien possible. Je sais pas ce qu'ils utilisent pour la partie animation. Probablement, ils utilisent directement VO3 dont je voulais parler tout à l'heure, probablement. Et après, du coup, VO3, c'est une tendance actuellement sur les influenceurs générés. Donc là, c'est le nouveau modèle de Google. Ça coûte 250 $ par mois, ce qui fait qu'en fait, tu vois, la personne random qui va bidouiller sur ChatGPT l'a jamais utilisé. Mais celui qui est devenu ultra viral, c'est un mec qui fait les influenceurs de la Bible. Je sais pas si t'as Je déjà regardé surkiffe, la hein. vidéo que j'ai Ouais, mis. c'est excellent. Voilà, donc c'est genre, hey, c'est Jésus et tout, je vais te donner de la motivation. Et c'est vraiment un truc, il a écrit un script de motivation d'influenceur standard, mais c'est Jésus, c'est Moïse qui est là au milieu de la mer rouge et qui a été séparée, et qui est en mode, ils ont dit que En je mode pouvais pas le vlog. faire, mais j'ai montré à tous les haters et tout. Et ces Ah, vidéos, je elles sont surkiffe. devenues maxi virales. Et après, il y a plein de gens qui le font avec d'autres personnages du type, ok, c'est le vlog de Batman, tu vois, et Batman, il est là avec son téléphone en train de vlogger, ou Spider-Man. Il y a plein de gens qui font des interviews. Donc, par exemple, l'IA interview les personnages du Seigneur des Anneaux et ils font un peu les retours. Enfin, il y a un milliard de vidéos comme ça qui sont devenues assez virales. Et ça, je pense que ça se combine assez bien avec les idées précédentes, en mode si tu voulais faire des pubs. Alors, évidemment, bah, si tu fais une pub avec Batman, à un moment donné, tu vas te faire copyright et tout, mais c'est des trucs qui peuvent extrêmement bien performer. Jésus, tu peux, hein. Jésus, il est pas copyright, hein. Je suis presque sûr que Exactement. Tu peux faire c'est. Jésus qui fait la promo de ton produit. Et là, même, tu vois, si t'as pas de produit à vendre, le gars qui fait ses vidéos TikTok, et chaque vidéo TikTok, Jésus influenceur, elle fait des millions de vues, bah, il peut juste dire Jésus influenceur, bah, Jésus va te vendre des produits. Et il est là pour promouvoir des produits, et Jésus fait des vidéos sponsorisées. Et why not? Il y a probablement des gens qui trouvent ça un sacrilège, et ce qui fait monter ton engagement. Et le truc fait des millions de vues. Et en ce moment, je pense qu'à un certain point, les gens vont être blasés de ça. Mais en ce moment, il y a des opportunités à ce niveau-là. Et notamment, je pense que si tu fais de la pub, notamment B2C, il y a plein de trucs que tu peux faire que peu de boîtes font. Et où d'un coup, les gens se disent putain, ils ont fait une chanson entière pour leur truc. Ils ont fait des vidéos. Combien ça a coûté de réaliser cette vidéo alors qu'en fait, ça a coûté 250 $ parce que tu as utilisé VO3 pour la générer. Tu vois, genre avec des effets spéciaux de ouf, Non, mais de des toute trucs tu façon, sais, que tu verrais au Super Bowl. chanson plus animation, plus. Enfin, ça aurait coûté des dizaines de milliers. Et maintenant Ouais. que ça puisse être fait pour aussi peu cher, ça va. Ça peut être fait, à mon avis, par un gars en une journée ou deux. Même, tu sais, C'est le un truc, truc tu vois, sur, si ça coûte des avec dizaines Jésus, de ça m'a milliers, rappelé un peu. en pub, tu peux pas tester beaucoup de trucs en fait. Tu vois, en pub, hein, ces vidéos-là, les chansons, ils ont dû en générer genre 80. Et voilà, c'est qui fonctionne. Et il y en a peut-être quelques-unes qui fonctionnent le mieux. Et en fait, tu peux pas te permettre de tester autant de trucs si ça coûte cher. Et là, maintenant, tu peux le permettre parce que ça coûte moins. Tu disais sur Ça, Jésus. c'est la. Ouais, Jésus, ça m'a fait penser un peu, tu sais, au sketch des inconnus. Je sais pas si tu connais avec Jésus. Non. Mais là, du coup, non, bon, la référence, il l'a pas non plus. Mais et l'autre truc que je pensais, c'est. J'ai l'impression que la nouvelle. À chaque fois que je parle à des mecs qui font du 2C, j'ai l'impression que la nouvelle méta sur méta, c'est vraiment. Tu balances genre 500 créatifs par jour, tu vois. En fait, tu Ouais. bourrines et en fait, tu laisses la machine voir ce qui fonctionne. En plus, ça permet de renouveler, que les mêmes personnes voient les trucs différents, Ouais. des gens différents jusqu'à avoir la vente. Et qu'apparemment, mine de rien, l'algorithme méta est quand même assez efficace. Et donc, ça va totalement dans le même sens en fait. T'envoies des dizaines et Ouais. dizaines de vidéos, tu vois ce qui fonctionne, tu pushes. Une fois que ça fonctionne plus, tu changes. Parce que sinon, ça, Ouais. ça prend beaucoup de temps en fait tu vois, de créer des créatifs, des variantes. Ça crée beaucoup de friction. Et voilà, et certains des trucs qui marchent, on prendrait trop de temps à faire et donc tu les testerais pas parce que ouais, si tu envoies 500 créatifs, tu vas prendre le temps de faire une chanson, tu vois. Mais là, tu peux. Alors, je pense qu'il y a pas mal de trucs pour les gens qui sont à fond là-dedans qui peuvent être faits. Parlons du coup justement de pourquoi est-ce que tu quittes tonton Jeff et tu passes chez tonton Marc dans ta quête du D2C. Ça fait très longtemps que j'y pense, c'est un peu un objectif. Et
et j'ai été confronté jusqu'ici à deux problèmes. Un, c'est qu'on n'avait pas la bonne typologie de produit. C'est en fait vraiment ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, en termes de pricing, t'as pas la même logique en D2C qu'Amazon. Amazon, tu peux te permettre d'être assez agressif sur les prix et c'est ce qui est récompensé. D2C, il faut vraiment que tu aies de la marge pour pouvoir faire ta propre acquisition. Ouais. Donc et il faut aussi que tu aies de la marge et aussi que le produit soit quand même assez cher. Parce qu'en fait, il y a un moment, tu ne peux pas avoir le clic à. Tu peux avoir des clics à. Remarque, je sais pas si tu vois. Mais en gros, j'ai l'impression que vraiment ce qui fonctionne, c'est généralement les Bah, produits. en gros, de 100 faire une pub pour et un 500 produit dollars. à 50 euros ou un produit à 500 euros, la pub, elle coûte le même. C'est à peu près Donc, ça, toi. voilà, en supposant que tu vois, il y a un taux de conversion minimal, c'est-à-dire même si ton produit en fait coûtait 1 euro, tu n'auras jamais, tu vois, 50% de taux de conversion, mais si le produit coûtait 1 euro, donc tu as un plancher en termes de conversion, et ce qui fait que en dessous d'un certain prix, c'est dur simplement de battre les gens qui vendent un produit plus cher et qui font les enchères sur la même audience. C'est exactement ça. Et du coup, là, je m'étais dit, cette année, je voulais diviser en deux. La première partie de l'année, c'est on me concentrer sur la partie Amazon en disant, je veux vraiment qu'on ait une machine qui fonctionne. Et je pense que c'est le cas actuellement dans le sens où, que ce soit opérationnellement ou dans le lancement de nos produits, il y a des personnes qui sont meilleures que moi dans l'équipe et qui peuvent driver le truc. Donc ça, c'est un truc qui a été accompli. Je pense que c'est toujours utile que je rajoute un peu de pression haute, mais globalement, ça se gère bien. Et du coup, maintenant qu'on sait sa partie d'outils, ce qui arrive aussi, c'est qu'on a beaucoup de produits qu'on a designé nous-mêmes et qui sont plus chers, plus intéressants, mais qui du coup fonctionnaient pas très bien sur Amazon. L'exemple le plus parlant, c'est qu'on va lancer un pistolet dans une souris en forme de pistolet, à chaque fois je me confonds. Et personne ne recherche ça sur Amazon, alors que potentiellement Bah, ça peut être next assez step, viral mec. comme produit. Pistolet en forme de souris, tu peux passer Pistolet en forme de partout, tu le souris, fais tout passer à simplement. l'aéroport. C'est ça. Un énorme hit ouais, chez les criminels. Ok, souris en forme de pistolet, ça fait au moins 5 ans que tu bosses dessus, non? C'est après 5 ans, ouais. Ouais, mais là, c'est bon. Là, on est en train d'ouvrir le moule, donc on est sur les trucs finaux, les trucs finaux. Mais ça, c'est une leçon, c'est que ça prend toujours plus de temps que tu le penses. Et on a, par exemple, nos produits aussi, on rentre dans le marché des refroidisseurs pour lit. Et donc, et là, t'as Headsleep, t'as Bedjet, t'as Chilipad qui ont déjà montré que c'est une catégorie qui fonctionne super bien en aussi. Et nous, on arrive avec un produit qui est potentiellement encore mieux, surtout par rapport au prix. Euh, donc, il reste assez cher. Toi, un de ceux qu'on va lancer sera peut-être 700-800 dollars. Mais en gros, tu as après 90% des fonctionnalités de Headsleep pour un tiers du prix. Toi. Et justement, Headsleep a fait tout ce travail de prosélytisme à notre place. Et l'idée, c'est que, comment on peut en profiter. Euh, un autre truc aussi, un avantage que tu as sur D2C, c'est que tu peux voir quels ads les compétiteurs font. Donc ça, quand même, ça peut te raccourcir assez rapidement ce qui peut potentiellement fonctionner. Et donc là, la semaine prochaine, je vais à une conférence où il n'y a que des personnes au-dessus de 50 millions. Donc c'était un truc assez. J'ai vraiment été un truc. Généralement, la plupart des trucs où je vais, je suis un des plus gros. Et donc là, c'est intéressant de voir un truc où vraiment. C'est organisé par un mec qui s'appelle Roman Khan, qui est derrière Raycon, le truc d'écouteurs. Mhm. Linger, un truc qui fait 100 millions. Donc tu vas avoir des très gros vendeurs. Donc c'est intéressant de voir ce qu'ils font et ce qui fonctionne. Et j'ai aussi plusieurs coachings. J'ai essayé d'identifier 2-3 du coup, personnes qui ont eu des bons résultats en D2C. Et leur dire, ah, voilà, j'aimerais avoir un coaching avec vous. Donc là, pour le coup, c'est un appel. Là, pour le coup, c'est un appel. Ouais. Après, Et non, tu leur moi, proposes quoi? Juste beaucoup d'argent pour le coaching? Généralement, je fais des looms. Non, légèrement, tu envoies d'abord un loom en disant, bah voilà, c'est un peu les produits qu'on a en tête. Est-ce que tu vois, en fait, ce que tu veux avec ce genre de personnes, c'est est-ce que tu vois une voie en fait. Tu dis, putain, ce truc-là, effectivement, je vois exactement comment on peut le faire fonctionner. Et après, tu fais avec ces personnes. Effectivement, là, du coup, c'est un truc serait un truc plus continu. Ok. Euh, et du coup, j'ai identifié plusieurs problèmes par rapport au fait de passer en D2C. Comme je te dis, on a déjà tenté un peu à moitié avant et il s'est pas passé grand chose. Le problème zéro que je pense que j'avais aussi à l'époque, c'est il y avait le CEO de Logitech qui parlait d'un truc où en gros, il se forçait chaque semaine à passer du temps sur ce qu'ils appelaient les graines et les bébés arbres. Et l'idée, c'est qu'en fait, Logitech, c'est un business qui fait, je sais pas, 2 milliards par an. Et donc, ça peut paraître totalement délirant de regarder une nouvelle ligne de produit qui fait 20 000, tu vois, qui a fait 20 000 euros sa première année, tu vois. Mais lui, l'idée, c'est vraiment, faut identifier quelles sont les graines qui vont devenir des arbres plus tard et consacrer du temps. Et moi, j'avais pas un peu ce problème, c'est que même si on commençait à avoir des petits résultats, j'étais en fait, c'est tellement insignifiant par rapport à ce qu'on peut faire sur Amazon qu'en fait, je suis pas sur le bon levier, tu vois. Mais je pense que c'est la mauvaise façon de voir les choses. Si tu penses que, notamment en termes de valeur de marque et de brand equity et de staying power, le T2C, ça a quand même plus potentiellement de potentiel qu'Amazon en tant que tel.
Et ce qui est assez fou comme chiffre, et je l'ai vérifié 3 fois, mais même si par exemple j'arrive à monter à 100 000 euros par mois les ventes to-C prochainement, ce qui serait quand même, pour beaucoup de gens, ce serait considéré comme un très bon résultat, toi, ça fait plus d'1 million par an. En fait, c'est moins de 3% de nos revenus. Donc ça resterait quasiment invisible en fait. Donc je pense que c'est un truc qu'il faut que j'internalise. Je me dis, non, ça a commencé tranquillement, mais c'est un truc qui va grossir avec le temps, quoi. Euh, le deuxième problème, c'est est-ce que je fais les choses moi-même ou pas? Et j'ai toujours ce back and forth. D'un côté, je me dis, ouais, il faudrait que je le fasse. Toi, c'est moi qui enclenche le truc. Après, on pourra trouver les gens. De l'autre, un peu la flemme aussi. Et en fait, je me rends compte, j'ai plus la patience, tu vois. J'ai plus la patience de setup un site Shopify moi-même. Toi, c'est un peu. Et je me dis, toi, je devrais utiliser je devrais confier ça avec des personnes qui peuvent le faire. Mais en même temps, c'est quand même pratique de l'avoir fait aussi, toi. Je pense que tu dois avoir toi aussi un peu ce conflit-là. Et je pense affiliate, par exemple, c'est un peu un cas typique. Où tu dis d'un côté, ça a du sens pour moi de le faire, de l'autre, ça me fait un peu chier. Moi, j'ai toujours trouvé ça dur de trouver des gens qui pouvaient construire un truc de zéro. De zéro, c'est ça. Mm. Et on en parlait la semaine dernière avec Sean Perry, tu vois, toujours ce truc de dire, voilà, t'as une idée, tu trouves les bons opérateurs, et ces opérateurs, tu les trouves où, en fait? Parce qu'en gros, ce que le mec est en train de te dire, c'est que il trouve des gens qui ont déjà monté des business, qui ont fait des millions, mais qui sont là en train de rien foutre, à se tourner les pouces en attendant que tu leur proposes un truc, tu vois. Donc l'overlap de trouver ces personnes, il est super super dur, sauf si je suppose si tu as un réseau de ouf et que du coup tu arrives sur le bon timing sur quelqu'un, ou si tu proposes un truc qui est tellement irrésistible qu'une personne préfère faire ça que de faire son propre truc, tu vois. Mais à l'instant, si la personne est capable de faire ton projet là, elle est capable de faire son propre projet, Exactement. C'est capable de et faire le inversement, site, de gérer la logistique de ce truc, de faire les pubs et ainsi de de suite. faire les En ads et fait, de les lancer. la personne qui peut Probablement tout le faire. gars il fait déjà son propre produit, tu vois. Je trouve que c'est Ou alors vraiment il travaille dur. dans une boîte et il est très bien rémunéré déjà. Ouais. Après, il y a des gens qui arrivent à le faire, mais toujours, je me demande concrètement comment ils font. Voilà. Alors qu'après, voilà, l'idée de, ok, t'as monté un truc qui marche, tu le passes à quelqu'un d'autre, c'est totalement différent, tu vois. Une personne peut être capable de gérer un truc et serait pas capable de le créer elle-même en partant de zéro, ou a pas la volonté de prendre ce risque, ou a pas la patience d'attendre 3 ans que ça décolle, etc. Ça fait sens, tu vois. Ou a pas le capital, il peut y avoir plein de raisons. Mais une fois que tu pars de zéro, je trouve ça vachement dur de faire ce recrutement. Et après, je trouve ça vachement dur d'évaluer la personne, parce que même si toi, tu t'es dit dans ta C'est tête ça. que ça allait prendre longtemps d'avoir des résultats, comment est-ce que tu sais si ça avance assez vite ou non? Et si la Exactement. personne est compétente, ou si ça va dans la bonne direction, ou en fait, si tu es en train juste de perdre ton temps et 3 ans plus tard, tu vas dire, putain, cette personne n'a rien foutu pendant 3 ans, en fait, ça n'a pas avancé. Je pense que c'est deux problèmes en un. C'est effectivement, c'est que de un, c'est déjà très dur de trouver la personne qui va pour tout faire comme ça. Et de deux, même si quand tu vas recruter la personne, vu que toi, t'as pas expérience dans ce truc-là, t'auras aucun point de référence et donc t'es coincé un peu. Hmm. Euh, donc je Donc me dis, tu ouais, vas aller, tu vas aller t'inscrire faut sur y aller. Shopify, tu vas aller faire les C'est tutoriels ça. de 6 heures, comment monter un site Shopify de A à Z sur YouTube. Ils sont là pour C'est toi, ça. ils t'attendent, les gars. Et pour moi, le troisième problème, et c'est assez fou que ce soit le plus gros problème, honnêtement, c'est le truc qui m'a le plus cassé les couilles et qui m'a fait abandonner plein de fois, c'est que Meta, je sais pas pourquoi ils me bannent tous mes comptes, tu vois, d'ads. Je veux juste dépenser de l'argent chez vous, je suis vendre des produits normaux, je fais rien de mal. Je pense que c'est l'expérience de beaucoup de monde, hein. Je le prends pas personnellement, je pense que c'est juste Mais en la fait, nature de la c'est une bête. frustration incroyable, tu vois. Et en Ouais. plus, après, c'est compliqué de rouvrir un compte et autres. Donc là, en fait, ce qui serait malin en réalité, et même les agences, c'est pas même les agences, celles que j'ai contactées, elles voulaient toujours que tu rentres via ton propre compte Facebook, parce qu'ils veulent pas être contaminés ou quoi que ce soit, tu vois. Et ils Mm. disaient non, il faut que ce soit ton truc à toi. Euh, donc par rapport à ça, j'ai pas de. Mais par contre, là où ça pourrait être intéressant, c'est pas la conférence où je vais parler à ces gens, c'est les gens qui dépensent des millions et des millions en ads méta. Et quand tu as cette échelle-là, tu as quand même un représentatif méta, tu vois. Et Ouais. donc, très probablement, si je fais si je fais l'effort, je pourrais trouver quelqu'un là-bas qui dépense des millions et qui pourra me faire une recommandation en disant bah, Paul, il fait déjà ces volumes-là sur Amazon, il veut s'en d'ici, est-ce qu'on peut s'arranger? Probablement, Ouais. ça peut se faire, tu vois. Donc, il Parce que faudra juste sinon, trouver un truc mec, pour ça. sur le pistolet, même si c'est une souris en forme de pistolet, sur Et, les comptes ban, ouais, ça va être compliqué, quoi. ouais, puis en fait, et aussi, et encore une fois, ça va aussi avec le fait En fait, ce qui s'est passé, c'est par exemple, nous, on vendait justement un refroidisseur pour lit. Et en fait, il faut faire vachement gaffe à ce que tu fais comme claim, tu vois. Tu peux Hmm. pas dire que toi, dès que tu mets le mot ménopause dedans, tu peux rapidement te faire flag parce que Ok. et pareil, c'est le genre de truc que tu sais pas, tu y vas, tu te fais ban. Et après, ensuite, t'as Facebook qui te traque au bout du monde. Tu peux recréer une nouvelle identité. Et j'ai l'impression qu'ils te retrouvent quand même. Ils ont dit que c'est toi. Et tu utilises un VPN. T'as un nouveau passeport. Et ils te trouvent quand même, quoi. Euh, donc ouais, mais on va quand même y arriver. Parce qu'au final, par contre, ça c'est fou, c'est en D2C. Euh, T'es quand même. Enfin, 95% des personnes, j'ai l'impression, sont quand même dépendantes de méta, quoi. Il n'y a pas 36 000.
Et il y a TikTok Shop, et ça, c'est encore un autre truc. Mais globalement, c'est quand même ça qui fait tourner le truc. Et, euh, et après, effectivement, je me demande est-ce que je veux documenter ça. De ce point de vue-là, le podcast, c'est pas trop mal parce que ça pourrait être cool justement si je pars. Là, actuellement, je crois qu'on fait quelque chose, enfin, on fait un tout sur le site, peut-être 20-30 000 euros par mois. Et donc voilà, est-ce que dans un an, on peut se dire, on fait 10 millions, ça pourrait être assez cool. Euh, Donc c'est ça, c'est bon, à tu l'as voir. dit, c'est officiel sur les podcasts. Dans un an, 10 millions, on Bah, dit ceci. t'as vu, je l'ai pas dit de la façon la plus convaincue possible. C'était pas. On va voir si on peut le faire, peut-être. On va essayer. Peut-être après la conférence, je dirais officiellement si on est in ou pas, quoi. Ok. On s'arrête là pour aujourd'hui. On peut s'arrêter là. Salut à tous, à la semaine prochaine.